The Family, Oussama Ammar, le procès aux îles Caïmans, les buzz TikTok et les millions détournés ou non, c'est le feuilleton télé-réalité de l'entrepreneuriat français depuis quelques années. Au point où plus personne ne parle de ce qu'était vraiment The Family entre sa naissance en 2013 et sa mort médiatique en 2021. Il se trouve que j'ai été un spectateur privilégié de l'épopée de The Family, puisque j'ai été tour à tour un énorme consommateur de leur contenu sur YouTube dès le lancement de leur chaîne en 2013, qui m'a notamment permis de lancer ma propre startup valorisée à plus de 10 millions d'euros. Cette startup a ensuite rejoint le programme The Family et donc j'ai pu voir de l'intérieur en tant que start-upper les coulisses de The Family. Enfin, j'ai été conseiller pour les startups de The Family pendant 2 ans et je connais personnellement les 3 cofondateurs. J'ai pu parler avec chacun d'eux en privé, notamment avec Oussama Ammar pendant plusieurs années. Dans cette vidéo, je vais essayer de rétablir la vérité sur ce qu'était vraiment The Family dans les années 2010 en France, au-delà de ces histoires de procès et de cette guerre publique entre associés. Je vais revenir sur les origines de The Family, sur leurs grandes années, puis sur le déclin de cette comète entrepreneuriale qui a eu un impact comme peu de personnes peuvent se targuer d'avoir sur l'écosystème français. Alors pour redonner un peu de contexte sur ce qu'était The Family, donc c'est une société française à l'origine qui a été créée en 2013 et qui était, pour dire simplement, donc un incubateur de start-up. Ils ne sont jamais définis concrètement comme ça, mais c'est plus simple de les présenter ainsi. Donc, qu'est-ce que c'est un incubateur? Donc, c'est une structure qui permet d'accompagner des entreprises, des startups en l'occurrence, souvent très tôt dans leur processus, donc juste après la création, donc quelques mois, quelques années après le démarrage d'un projet. Et The Family donc, prenait un pourcentage de ces startups. Au démarrage, c'était autour de 1% et ça allait jusqu'à 5% en échange de l'écosystème The Family. Donc concrètement, ils permettaient, donc, en échange de ces 1 à 5%, d'avoir accès à leur réseau, d'être conseillés par eux, d'avoir des bonus, des avantages par rapport à certains outils. Enfin, voilà, il y avait tout un ensemble de services et d'avantages qu'on avait en rejoignant un incubateur en général, et en l'occurrence ici, celui de The Family. Ce qui distinguait The Family des autres incubateurs, c'était notamment la culture et la marque qui étaient très fortes. Quand on rentrait dans The Family, c'était pas du tout comme des incubateurs désincarnés, comme la majorité en réalité des incubateurs ou des programmes. On avait vraiment donc rentré dans quelque chose qui était presque de l'ordre du culte, dans le sens positif du terme. C'est qu'il y avait vraiment une marque très forte, j'y reviendrai. Et donc rejoindre The Family, c'est faire partie de la famille entrepreneuriale la plus ambitieuse qui existait dans les années 2010, aussi bien en France qu'en Europe. Et ce qui est intéressant pour moi avec The Family, c'est qu'ils sont le symbole de l'évolution de l'écosystème entrepreneurial en France dans les années 2010. Aussi bien avec les bons côtés que les moins bons côtés. En tout cas, voilà, s'il y avait un acteur principal qu'il faut mettre en avant, je pense, pour représenter maintenant et dans les prochaines décennies l'écosystème français des années 2010, c'est The Family. Pour mieux comprendre pourquoi, laissez-moi vous le présenter donc en 3 actes. Et on va commencer avec le premier, entre 2013 et 2015, avec la naissance de The Family et la démocratisation d'un nouveau modèle en France. Pour introduire cette partie, je me permets de parler un petit peu de moi. Ça donnera le contexte, je pense, et ça représentera beaucoup d'entrepreneurs de cette époque qui ont mon âge aujourd'hui. Donc là, j'ai 33 ans. Donc moi, en 2013-2014, j'ai 22 ans. Je commence à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Et à ce moment-là, en fait, il y a très peu de contenu, notamment pour tout ce qui est de l'ordre des startups. Il y a quelques contenus de web TV, ce qu'on appelait les web TV à l'époque, mais globalement, la connaissance est quasiment nulle. Dans mon cas, en plus, c'est encore pire, parce que je ne suis pas à Paris, je suis à Nancy, d'où je suis originaire, et il y a zéro écosystème. Donc dès lors qu'on veut commencer à monter des projets ambitieux, on se retrouve confronté en fait, à un écosystème qui est au stade du néant quasiment. J'avais monté un premier projet avant ma startup qui finalement sera ensuite chez The Family, Fetch. Mais avant ça, j'avais monté un premier projet et justement, j'avais été confronté à ce manque de connaissances. J'avais pas du tout à l'époque les bons mécanismes, les bonnes pratiques, les bons outils mentaux pour pouvoir développer ma startup de la bonne manière, parce qu'il y a une certaine manière de développer, notamment sur les premiers mois, premières années, une startup avec des concepts comme le MVP, le product market fit, voilà, des notions qui sont maintenant presque rentrées dans le lieu commun, on va dire, dans le jargon des entrepreneurs et des start-upers. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas du tout développé comme actuellement. Et donc moi, je manquais de ces outils. Parce qu'en fait, si on n'a pas ces concepts-là, on ne monte pas la boîte sur le modèle startup de la bonne manière. Et donc, en fait, quand j'ai monté cette entreprise, j'étais dépourvu de ça. Et il a fallu donc, que je découvre The Family, j'en souviens très bien, donc c'était pendant l'été 2014, donc 1 an après la création officielle de The Family à peu près. Je découvre sur YouTube une chaîne YouTube qui s'appelle Startup Food, donc même pas brandée au nom de The Family, qui mettait en avant donc notamment les conférences que donnait The Family et principalement Oussama Ammar sur leur chaîne YouTube. Et à ce moment-là, je me souviens très bien, c'était une révélation et vraiment un avant-après dans ma vie, parce que je me retrouve en fait
à vraiment consommer leur contenu de manière obsessive pendant quasiment tout l'été 2014 parce que j'avais eu l'impression de trouver tout simplement ce qui me manquait en fait pour pouvoir monter mon entreprise de la bonne manière. J'avais bien compris déjà en le faisant et après en voyant les vidéos d'Oussama que je faisais un petit peu entre guillemets n'importe quoi, donc par manque de connaissances en fait simplement, avec mon premier projet. Et là je découvre quelqu'un, en l'occurrence Oussama Ammar, qui présente des concepts voilà, qui aujourd'hui sont connus, mais des concepts comme le product market fit, comme le MVP, donc la version minimum de son produit pour pouvoir apporter la valeur du problème qu'on veut résoudre. Voilà, et toute une batterie de concepts comme le growth hacking, growth marketing, toutes ces choses-là qui sont, encore une fois, qui sont maintenant paraissent connues au moment où je tourne cette vidéo, mais qui ne l'étaient pas du tout à l'époque. Et donc voilà, moi je me retrouve dans cette situation où je découvre donc un vivier de connaissances disponible gratuitement sur Internet, pour moi qui en plus suis dans un écosystème excentré de Paris, qui n'a aucun moyen, on va dire, d'acquérir ces connaissances s'il ne passe pas par la chaîne de The Family à ce moment-là. Au-delà de ma petite histoire, ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte quel était l'écosystème au moment où The Family arrive sur le marché, que ce soit à Paris ou plus largement en France. Et la réalité, c'est qu'en fait, il y avait très peu de levées de fonds. Il y avait déjà des fonds d'investissement, mais les levées étaient beaucoup plus petites. Les entrepreneurs, globalement, étaient moins compétents parce qu'ils n'avaient pas les bons outils, les bonnes méthodes pour monter leur start-up. Le marché était moins mature. Et tout ce qui était financement, c'était plus compliqué parce que c'était globalement soit des banquiers qui jouaient un peu les apprentis sorciers d'investissement, mais voilà, qui maîtrisaient pas du tout les mécanismes et la réalité d'une startup. Il y avait les VC qui étaient de plus ou moins bonne facture et qui, pour certains d'entre eux en tout cas, clairement n'avaient pas les bonnes incentives, n'étaient pas du tout dans les bonnes, ne proposaient pas les bons deals aux entrepreneurs. Je vais vous donner un exemple. Moi, ça m'est arrivé assez souvent entre 2015 et 2016 de rencontrer des entrepreneurs qui avaient donné 20, 30, 40, 50% de capital à soit un business angel, soit un fonds d'investissement dès le premier tour. Donc ça ne vous parlera peut-être pas à tous ceux qui regardent cette vidéo si vous n'êtes pas familier avec les pourcentages et les levées de fonds, les pourcentages de dilution. Mais donner autant de pourcentages sur des petits montants dès les premiers tours, ça peut complètement tuer l'entreprise qui aura sans doute besoin après d'autres tours de financement si elle a choisi ce chemin du financement par le venture capital, donc le financement de start-up avec des investisseurs institutionnels. Et en fait, donner 40% du capital dès le tour 1, c'est se décrédibiliser et réduire fortement les chances de pouvoir faire un deuxième tour de table. Et en fait, à l'époque, c'était monnaie courante d'avoir des gens qui prenaient beaucoup de capital pour pas beaucoup d'argent, quelques dizaines de milliers d'euros ou 100, 200 000 euros. Et en ce sens, l'écosystème était toxique parce qu'il tuait l'ambition des entreprises et la capacité des entreprises à réaliser leurs ambitions dès le premier jour quasiment, en tout cas dès la première levée de fonds. Et je vous parle même du rapport qu'il y avait à l'époque entre investisseurs et entrepreneurs, où, comme c'est un marché d'offre-demande, les investisseurs avaient clairement la main mise sur les entrepreneurs. Et c'était aussi assez commun de voir un certain manque de respect, pas du mépris, mais vraiment un rapport qui n'était pas forcément très, très sain entre certains investisseurs et les entrepreneurs, sachant que les profils de VC à l'époque, donc les investisseurs professionnels de start-up, étaient principalement des gens qui venaient de gros cabinets de conseil, des anciens banquiers, et en aucun cas des entrepreneurs. Ce qui a un peu changé depuis, pas tout à fait, mais en tout cas en partie. En tout cas, à l'époque, c'était quasiment 80-90% de banquiers, pour simplifier. Et donc, on se retrouvait avec des gens qui n'étaient pas du tout des entrepreneurs dans l'âme, qui n'étaient pas du tout dans le même état d'esprit, et qui n'avaient pas donc la même vision et les mêmes incentives qu'un entrepreneur. Et donc, on a The Family qui arrive sur ce marché un peu clérosé, pas très sain, et qui arrive avec une mission claire: rendre l'écosystème français moins toxique et augmenter le niveau d'ambition des entrepreneurs, des startups en l'occurrence, plus précisément, en leur donnant le moyen de leurs ambitions. Donc ça passe par la connaissance, ça passe par la capacité à lever des fonds avec des vrais fonds d'investissement de bonne qualité, donc au niveau européen ou mondial, et par des mises en relation avec des partenaires clés, ou en tout cas des gens qui peuvent vraiment changer la donne pour la trajectoire d'une entreprise, d'autant plus quand elle est aussi jeune. Donc voilà, donc il y a cette ambition-là vraiment qui est multiple et qui, justement, très rapidement va faire du bruit parce qu'elle dénote rien que le fait de créer du contenu en ligne et de diffuser gratuitement de la connaissance qui était vraiment de top niveau à cette époque par rapport aux
contenu qui était très faible existant. On se retrouve avec des conférences donc, qui sont géniales, malheureusement certaines maintenant sont supprimées sur YouTube. On avait accès à plein de notions intéressantes grâce aux vidéos d'Oussama, donc le concept de MVP, de Product Market Fit, de Growth Hacking, de Time to Market, de la levée de fonds aussi, comment lever des fonds. Il y avait notamment à l'époque Jean Laroche-Brochard, qui est maintenant chez Kimaventure, qui était à The Family à ce moment-là et qui a fait des super vidéos qui expliquaient concrètement comment créer son pitch deck, comment créer des fonds, comment lever des fonds, etc. Donc c'était vraiment une connaissance qui était unique à ce moment-là. Il n'y avait que The Family qui permettait d'avoir autant de détails et d'informations concrètes sur ces thématiques qui étaient complexes. Et le génie de The Family, et notamment d'Oussama à ce moment-là, c'était d'avoir su très bien reprendre des concepts, notamment de Paul Graham aux États-Unis, avec Y Combinator, et d'avoir su l'adapter au marché français, avec des références différentes, avec un état d'esprit et un marché différent, et de l'avoir vraiment approprié avec brio. Donc c'est pas de la copie, c'est de la réappropriation de concepts, et d'avoir su le diffuser et le rendre compréhensible à une grande échelle, d'une certaine manière, à celle des entrepreneurs, en tout cas français, de l'époque 2013 jusqu'à 2018, 2019, comme nous verrons plus tard. Et ce qui était dingue, du coup, c'est de voir, j'en me souviens très bien à cette époque, à quel point tous les entrepreneurs de moins de 30 ans à l'époque connaissaient et étaient fans des vidéos de The Family. Et à l'inverse, l'ancienne génération, aussi bien institutionnelle, mais même les entrepreneurs parfois, qui étaient un peu plus âgés et qui étaient là avant The Family, avaient pas mal pas de griefs, mais en tout cas, n'aimaient pas forcément The Family. Parce que The Family arrivait vraiment en se positionnant un petit peu en opposition par rapport à ce qui avait été fait précédemment, en critiquant même parfois très ouvertement certaines institutions, publiques ou privées. Et donc forcément, ils ne sont pas fait des amis sur la place à l'époque-là. Mais vraiment, c'est ça qui était dingue, c'est qu'il y a eu toujours ce côté clivant, en fait, dès le jour 1 de The Family, de par leur positionnement sur le marché et de par l'historique que je vous ai présenté. 2016-2017, l'apogée de The Family. Qu'on avance un petit peu, on est en 2016-2017. The Family est très connu dans l'écosystème maintenant. C'est clairement une des places fortes de l'entrepreneuriat en France pour ce qui est des startups. Les startups elles-mêmes deviennent petit à petit le modèle préféré en tout cas des jeunes entrepreneurs. On a même Macron aux élections 2017 qui fait campagne avec cette idée de Startup Nation pour vous dire, même si je vais plus loin, Macron est passé à The Family à l'époque. Il me semble même que The Family avait fait partie des donateurs pour la campagne. Il y a des articles qui traînent sur Internet, vous pouvez faire vos recherches. Et tout ça pour dire en tout cas que The Family avait le vent en poupe, les startups étaient le modèle plébiscité et comme The Family était tout simplement le leader d'opinion, on peut dire, était top of mind sur ce sujet. Donc moi, avant ça, The Family, c'était quelque chose qui était à distance, c'était de la connaissance gratuite grâce à YouTube. Entre-temps, j'ai évolué en tant qu'entrepreneur. À ce moment-là, j'ai 25 ans, ma boîte commence à vraiment à bien fonctionner. Et je me retrouve donc à rejoindre le programme The Family, le programme, on va dire, d'incubation, et donc à pouvoir côtoyer plus entre guillemets, l'intérieur, cet écosystème, en tant qu'entrepreneur en tout cas. Et donc je peux vous dire un petit peu ce que c'était The Family comme expérience sur place, parce qu'en fait, soit vous l'avez vu en vidéo via les conférences, soit j'imagine vous n'y avez pas accès, soit parce que ça n'existe plus, ou parce que vous n'étiez pas entrepreneur à cette époque. Et ce qui est intéressant à noter déjà, c'est la différence énorme et notable avec par exemple un endroit comme Station F, qui existe toujours aujourd'hui. Donc c'est Station F de Xavier Niel, donc l'incubateur des incubateurs d'une certaine manière, qui lui est vachement sécurisé, vachement normé. Donc c'est dans un espace très très aseptisé où tout est bien codifié et très blanc, très épuré. The Family, donc c'est tout l'inverse. The Family, il n'y avait pas de badge pour rentrer à l'intérieur. C'était donc dans les bureaux / endroits pour faire des conférences que vous voyez donc du coup toujours, que vous pouvez voir d'ailleurs les anciennes conférences sur YouTube. C'était un endroit qui était rue du Petit Musc dans le 11e à Paris près de Bastille, et on y arrivait comme ça. Donc c'est une petite rue, la rue du Petit Musc, et on est arrivé, donc on rentrait, je me souviens très bien, il y avait l'allée pour rentrer avec un flipper sur le côté, enfin des jeux et pas mal de sculptures, de petites statues, enfin des choses assez visibles et assez visuelles. Et quand on rentrait, on était directement dans la grande salle en fait qui nous faisait face de manière horizontale, face du coup à la salle de conférence, qui était directement sur la gauche quand on rentrait. Et ce qui était dingue en fait quand on rentrait pour la première fois, je me souviens très bien, un peu en mode entre guillemets fanboy à l'époque, forcément vu que j'avais suivi depuis 2-3 ans leur contenu, c'était l'énergie qu'il y avait dans ce lieu. Il y avait toujours une petite musique derrière qui était un peu reprise du générique des vidéos de The Family. Il y avait tout un univers musical, un univers
en termes de colométrie aussi, donc le branding, les couleurs de The Family. Donc ça, c'était Alice Zaguri notamment qui avait fait un gros travail sur le branding, donc l'image de marque de The Family. Donc, il y avait voilà, comment dire, des mantras sur les murs, des tableaux. Voilà, il y avait vraiment un gros travail à ce niveau-là. On rentrait vraiment dans un lieu avec une identité très forte. Et ça peut paraître du cosmétique, mais en fait, ça faisait vraiment vivre une expérience en réalité. Beaucoup plus, je pense que c'était mieux pensé que la plupart des startups de manière générale qui essayent d'avoir ce genre d'environnement avec des mantras, des termes de culture, des choses sur les murs. Mais à The Family, c'était incarné. En fait, ouais, c'est ça le terme, c'est que c'était vraiment incarné de par la chaîne YouTube, de par la mentalité des fondateurs, de par la vision qu'ils proposaient. Et donc, quand on rentrait, ça faisait vraiment quelque chose. On allait s'installer après, il y avait plein de tables donc au rez-de-chaussée. Après, il y avait les étages avec les bureaux des gens qui travaillaient à The Family, mais en start-upper, on était plutôt souvent à faire des rendez-vous, ce qui s'appelait les officers en rez-de-chaussée. Et vraiment, on sentait que ça discutait, c'était un endroit très vivant. C'était pas forcément l'endroit où moi je serais venu pour faire du deep work, clairement, parce que c'était un endroit de passage, un endroit ouvert sur le monde, et qui en même temps, ce qui est intéressant avec The Family, c'est qu'il y avait donc cette possibilité d'entrer, presque n'importe qui pouvait rentrer rue du Petit Musc, et en même temps, il y avait quand même ce côté, on est dans la famille ou on n'est pas dans la famille. Et moi, je l'ai bien vu, en fait, quand on a été sélectionné, il y a eu une espèce de sélection, on va dire, où on nous a audités, d'une certaine manière. Et j'ai eu notamment un premier échange à l'époque avec Oussama Ammar. Et je me souviens, donc, avant d'être entre guillemets validé, adoubé par la famille, il y a un peu un espèce de rite, on nous teste. Et je me souviens de ma première discussion avec Oussama Ammar, justement, où pendant les premières minutes, entre guillemets, il me calculait pas vraiment. Je discutais, je pressais de parler un petit peu de ma boîte, mais il s'en moquait un petit peu. Il était sur son téléphone. Enfin, après, je me suis rendu compte finalement, c'est son mode opératoire, en tout cas à l'époque, il aimait bien faire entre guillemets, deux choses à la fois. En tout cas, c'est ce qu'il faisait. Et on discute. Et je vois le temps qui passe, j'ai que 30 minutes avec lui. Et à ce moment-là, justement, je fais un switch en lui expliquant, en fait, quelle était ma vision de ma boîte, qu'est-ce qu'on avait réalisé en très peu de temps, d'où je venais, du fait que j'étais un ancien joueur de poker en ligne, qui s'était mis à l'entrepreneuriat, qui avait pas du tout envie d'être salarié. Enfin bref, j'avais expliqué mon histoire et exprimé ma singularité. Et là, ça avait popé. Et d'un coup, je me souviens, j'étais passé dans une espèce d'autre case dans sa tête, je pense. Et il a commencé à me donner beaucoup plus son attention. Et même dans le temps, après, on a pu créer une relation où on a pu même se côtoyer un peu plus en privé. Donc je pense que notamment, c'est cette manière qu'ils avaient de faire où on ne te laisse pas rentrer facilement dans la famille, mais une fois que tu es dedans, que tu as prouvé d'une certaine manière, soit par ton parcours, ta vision et ton entreprise, que tu pouvais rentrer dans cet écosystème, tu étais vraiment après dans la famille, d'une certaine manière. Ça fait cliché dit comme ça, que c'est The Family, mais c'était vraiment quelque chose que les gens ressentaient, et ce qui encore exacerbait le côté défiance et entre guillemets clivant qu'ils pouvaient avoir, parce que ça arrivait souvent, je pense qu'il y a des gens qui rentrent à The Family, donc dans le lieu, mais qui ne se sentent pas à l'aise car pas encore acceptés, et qui n'ont pas réussi à passer ce rite de passage, et qui du coup n'ont jamais fait partie de ce petit réseau, de ce culte qu'il y avait du coup autour de The Family rue du Petit Musc. Donc c'est intéressant à observer, parce que en fait, c'est pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, c'est juste que c'était une manière pour eux, je pense, vraiment de pouvoir inclure des gens dans leur écosystème, tout en étant excluant, pour vraiment avoir différentes strates dans l'écosystème. Et voilà, je pense que c'est important de montrer, voilà, c'était ça la réalité, c'est que on pouvait être déçu de ne pas être pris entre guillemets dans l'écosystème sans forcément le savoir, et ça crée, je pense, un sentiment un petit peu de frustration chez les gens et de rejet ensuite, qui faisait qu'on pouvait peut-être parfois en parler en mal, même à la grande époque de The Family vers 2017. Ce que je retiens aussi, c'est que quand on était dans le programme d'incubation, si on n'allait pas chercher vraiment The Family de nous-mêmes, comme il y avait beaucoup de startups, il ne se passait pas grand-chose. Donc il y avait vraiment ce côté aussi proactif qu'il fallait avoir, ce qui ne me dérange pas dans l'absolu, parce que pour moi, un entrepreneur doit aller chercher des solutions, et c'est à lui d'être proactif. C'est pas un espèce de professeur ou que sais-je d'aller venir nous voir pour nous demander comment ça va. Donc globalement, The Family nous donnait à la mesure de ce qu'on allait chercher, je dirais, et de ce qu'on était prêt nous-mêmes à donner. Donc c'était comme ça que ça fonctionnait. Et je me rappelle d'avoir eu des super discussions stratégiques avec les conseillers qu'il y avait à l'époque. Donc, il y avait Oussama, mais j'ai parlé pas mal à l'époque avec Mathias Pastor, avec Balthazar aussi, qui était quelqu'un avec qui j'avais beaucoup échangé. Donc globalement, on avait accès à des conseils de très très bon niveau, et surtout un environnement
qui était hyper stimulant et qui presque par design en fait nous poussait à être ambitieux. Donc avec les bons et les moins bons côtés de ce modèle. Mais clairement, quand on était à The Family, c'était soit, comme disait Oussama, on devient légendaire ou on meurt. Et de toute façon, quand on monte un modèle de boîte de type startup, c'est la mentalité qu'il faut avoir pour pouvoir subsister, croître et prendre le marché. Et donc à cette époque, c'est là où tout s'accélère donc pour The Family. Donc vraiment, il y a vraiment le côté mainstream de l'entrepreneuriat. Enfin, ils sont clairement connus. Souvenez-vous, là, à cette époque-là, les génériques des vidéos, toutes les conférences qu'il pouvait y avoir, encore de plus en plus dingues. Ils avaient eu Sal Matman, ils avaient eu Paul Graham, ils avaient eu Tim Ferriss, ils avaient eu, il me semble, les mecs de Stripe, ou un des cofondateurs de Stripe. Enfin, c'était incroyable, hein, les gens qu'ils ont eu qu'ils ont réussi à attirer, c'est phénoménal. Et du coup, en tant que start-upper incubé à l'époque, j'avais accès notamment au dîner mensuel. Pareil, faisait partie de l'institution The Family. C'était, je crois, le deuxième ou le troisième jeudi du mois. Une fois par mois, il y avait un dîner avec donc, les gens de The Family, les startups de The Family et des invités à qui proposaient de manière, selon les mois, il y avait des gens un peu différents. Et c'était vraiment donc, un environnement donc, de fête, mais aussi où, pareil, le niveau d'ambition montait parce qu'on était proche de startups qui étaient plus avancées que nous. On se retrouve donc, à ces soirées mensuelles avec vraiment les meilleurs entrepreneurs quasiment de notre génération. Il y avait des personnes à l'époque comme Damien Morin qui a maintenant monté The Mobile Club, plein de fondateurs hyper intéressants. Et donc, ce genre de dîner, mine de rien, ça peut paraître superflu pour certains, loin du business. Et en réalité, c'était là que se passaient des rencontres, des associations potentielles, des choses qui se développaient après les dîners. Et donc, ça faisait partie vraiment de la culture The Family qui était autant dans le travail que dans la soirée, que dans la rencontre. Je me rappellerai notamment les 30 ans de Oussama, il me semble que c'était en 2016. C'était une des premières soirées à laquelle j'avais été convié. Et c'était incroyable, quoi. Il y avait vraiment l'ambiance exceptionnelle. Alice qui mettait vraiment l'ambiance aussi. Vraiment, il y avait vraiment fait une dynamique quand même entre eux. On voyait que les cofondateurs étaient vraiment très soudés à cette époque, ce qui fait dire beaucoup de choses maintenant sur la relation actuelle. Mais voilà, vraiment des super moments. Et surtout, donc, l'impression de faire partie d'une communauté qui est poussée à essayer d'être plus ambitieux, de monter des boîtes qui comptent, avec ce modèle de Startup Nation, comme on disait, comme reprenez Macron. Donc voilà, donc c'est vraiment pour moi les grandes années de The Family, donc 2016, 2017, peut-être 2018, vraiment où là, ils étaient vraiment inévitables et de loin la place principale de l'écosystème. En termes d'impact, pour être un peu plus précis, donc il y a eu très rapidement, grâce à ces deux périodes, donc la démocratisation du modèle startup en France, le niveau d'ambition des startups qui a clairement augmenté, le niveau moyen des entrepreneurs qui a augmenté aussi. Clairement, quand je parlais des entrepreneurs en 2017-2018, c'était plus la même discussion qu'en 2014-2015. La création d'une culture et un lieu qui était incroyable, donc rue du Petit Musc à l'époque. Et après, les deux mauvais côtés peut-être que je vois au travail qu'ils ont fait, mais ils avaient tout à fait raison d'aller dans ce sens-là, c'est qu'il y a eu une forme un peu de vampirisation ou cannibalisation du modèle startup sur d'autres modèles d'entrepreneuriat. C'était vraiment la sensation à l'époque, en tant qu'entrepreneur, que c'était le seul modèle qui était à notre disposition. Ils ont fait un super travail là-dessus, d'évangélisation, et du coup, ça a un peu desservi d'autres modèles d'entrepreneuriat qui ont mis plus de temps peut-être à se développer. C'est pas les seules raisons, mais ça a joué en partie. Et peut-être deux fois, de trop vendre, entre guillemets, le produit startup en ne mettant pas en avant les, entre guillemets, mauvais côtés et certaines règles du jeu auxquelles allaient être confrontés les fondateurs, où parfois on n'était pas conscient, on va dire, des jeux dans lesquels on s'engageait. 2018-2020, la mission réussie et le déclin de The Family. On arrive sur la troisième période, 2018-2020. Donc The Family, clairement, il y a eu un énorme impact sur l'écosystème. Les levées de fonds n'ont jamais été aussi grosses en France. À l'époque, je me souviens, je suis conseiller à ce moment-là de The Family, je vais revenir dessus, mais j'ai aussi un podcast qui s'appelait Dans la tête d'un VC. Donc j'allais interviewer les investisseurs de start-up, donc notamment sur Paris, et je voyais les fonds d'investissement qui se montaient, les banques qui co-créaient des fonds d'investissement avec du public, avec du privé. Il y avait des moyens colossaux qui étaient en train de se déployer pour les start-up. Et en fait, en grande partie, je pense à mon sens, en tout cas, que c'était vraiment le travail qu'a fait The Family en termes de démocratisation, qui a augmenté vraiment la connaissance, qui a augmenté le niveau moyen des startups.
Et du coup, bah, les capitaux sont arrivés parce qu'il y avait, voilà, il y avait un marché en fait qui était en train de se structurer. Et quoi qu'on en dise, encore une fois, bah, ils ont énormément contribué à cela. Comme je vous disais, donc c'était impossible à cette époque de rencontrer un entrepreneur qui ne connaissait pas The Family ou qui n'avait pas suivi les vidéos. Alors, il y a des gens qui aimaient et qui n'aimaient pas, mais clairement tout le monde connaissait, tout le monde avait déjà vu des vidéos d'Oussama Ammar. C'était vraiment donc au niveau local, au niveau écosystème. C'était vraiment du 100%. Toute une génération d'entrepreneurs, je pense, peut se référer bah, du coup, à The Family, notamment tous ceux qui sont nés, je pense, fin des années 80 jusque bah, les 94, 95, 96 peut-être. Alors de grandeur, hein, évidemment, moi je suis 91, mais clairement, il y a une génération qui a 10 ans, on va dire, autour de moi, qui est clairement, qui a été biberonnée par cette culture. Donc énorme succès à ce niveau-là. Après, de leur côté, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il y a un business model en fait, qui est difficile à opérer, parce que The Family prend des parts dans les entreprises. Quand on prend des parts dans les startups, bah, ça va prendre 5, 7, 10 ans avant qu'il y ait des sorties, enfin du coup qu'il y ait des événements de liquidité qui font que The Family va pouvoir récupérer, bah, du coup, et transformer une partie de ces participations en cash. Donc il fallait trouver d'autres moyens de leur côté pour pouvoir monétiser bah, leurs compétences et pouvoir faire tourner la boutique. Donc vous avez créé des boîtes satellites de conseils notamment et parfois de services, de produits pour pouvoir faire du cash. Mais ce n'était pas évident à opérer, j'imagine. Et donc voilà, donc il y a eu petit à petit en fait bah, des difficultés financières qui sont arrivées. Donc ça c'est plus complexe et c'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Mais disons que structurellement, le modèle de The Family était difficile à opérer et nécessitait voilà, d'avoir vraiment énormément de fonds. Qui plus est, ils ont essayé plusieurs fois, donc 2 fois de mémoire, de s'implanter sur le marché européen et de passer le contenu en anglais. Et ça a toujours été difficile, et d'ailleurs c'est le cas pour les boîtes françaises de manière générale, ce passage à l'échelle européenne et à la langue anglaise. Donc autant ils étaient à l'aise avec l'anglais, mais bah, les vidéos, quand c'était en anglais, c'était quand même moins vu, parce que le marché quand même qui les suivait, notamment sur YouTube, était quand même principalement francophone. Et passer donc à l'échelle européenne était difficile, pour des raisons bah, culturelles et de langue en fait. Pour autant, ils avaient ouvert des bureaux, alors, il me semble qu'il y avait à Berlin, à Londres, peut-être en Espagne aussi, ils avaient aussi essayé d'ouvrir à Barcelone ou à Madrid. Mais voilà, c'était pas évident. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est pas pris en compte, c'est que bah, la mission initiale d'une entreprise, en l'occurrence, eux, c'était vraiment de rendre moins toxique l'écosystème français. Et en l'occurrence, ils ont réussi. C'est un truc important à dire, c'est qu'ils ont réussi à rendre l'écosystème beaucoup moins toxique et bien supérieur à ce qu'il était avant qu'ils arrivent sur le marché. C'est juste qu'après, quand il a fallu bah, développer, sophistiquer le business model et se développer à l'échelle européenne, il fallait recréer une mission. Et je pense, à mon sens, en tout cas de mon point de vue extérieur, qui passait du temps avec eux, la mission était peut-être un peu moins claire. Et c'est un peu le drame, je pense, des entreprises. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est cette idée de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réalisé sa mission, sa raison d'être. Est-ce qu'on recrée une mission? Est-ce qu'on doit arrêter? C'est un vrai sujet d'entreprise, en réalité. Quand on résout un problème et qu'on a résolu, une fois qu'on a atteint une mission, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était pas évident, mais pour autant, comme je disais, c'est clairement The Family qui est le représentant, je pense, de l'écosystème et son évolution dans l'entrepreneuriat en France dans les années 2010. Ça représente le paradigme dans lequel on était à cette époque-là. Donc, en gros, on arrivait d'un paradigme où on commençait à voir les boîtes Internet se développer. Le modèle startup avant les années 2010 était peu présent en France et on n'avait pas du tout les bonnes pratiques. On avait aussi un timing au niveau technologique qui permettait, notamment avec l'émergence des applications, des réseaux sociaux, donc le Web 2, hein, tout simplement. Le Web 2 a permis donc, aux US, milieu des années 2000, et ensuite en France, années 2010, de s'approprier ce modèle startup, de pouvoir monter des boîtes avec des coûts plus faibles et de pouvoir les scaler, donc, notamment avec le fait de pouvoir intégrer du capital extérieur avec la maturité petit à petit de l'écosystème des VC, des investisseurs de start-up. Et donc The Family est arrivé par au-dessus de ça, enfin, en tout cas sur le côté, et a permis, donc, par l'éducation et tout ce que je vous ai présenté dans la vidéo, d'être le contributeur principal ou un des principaux de cette décennie que j'aime, décennie des startups clairement, et en même temps d'accompagner petit à petit, malgré eux, donc la décennie actuelle, donc j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais celle plutôt des solopreneurs, qui sont pour moi en fait tout simplement des start-upers des années 2020, puisque maintenant en fait la technologie permet à des coûts encore plus réduits et avec des capacités techniques encore plus simplifiées, donc avec ce qu'on appelle le no-code, le low-code, de développer des empires
en étant encore moins que les quelques employés pour démarrer une startup ou cofondateur, vraiment une seule personne. Ça mérite un développement, parce que c'est pas toujours compris qu'est-ce que j'entends par solopreneur par rapport à start-upper. Mais en tout cas, voilà, c'est clairement, je pense qu'ils ont même contribué en réalité à créer cette génération qu'on voit maintenant en France de solopreneurs qui ont été aussi biberonnés à la mentalité, on va dire, The Family, à l'ambition, le côté hacking aussi, tout ce qui est growth hacking. Je pense notamment à Kevin Dufresne, qui est un excellent représentant de cette mentalité, qui a travaillé lui-même à The Family. Ce qu'il faut retenir de The Family, donc, c'est que c'était une marque exceptionnelle, vraiment une très forte marque, avec une très forte culture. Comme je dis, on était dedans, on n'était pas dedans, mais en tout cas, on reconnaissait la culture The Family, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. C'est une entreprise qui, à mon sens, a réussi sa mission, en fait. Peu importe ce qui peut se passer, qu'ils ferment ou non, ce qui se passe dans les procès, c'est presque un autre sujet. En tout cas, la mission de The Family, donc, était de démocratiser un écosystème, enfin démocratiser un modèle d'entreprise et le rendre accessible à un maximum de gens en France. C'est ce qu'ils ont réussi. Je pense qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui se sont lancées grâce à The Family, notamment grâce aux vidéos d'Oussama Hamar, dont je fais partie clairement. Donc c'était une vidéo aussi hommage à l'entreprise The Family, au projet The Family. Et ce que je voulais dire aussi, c'est exactement dans la continuité, c'est, encore une fois, une entreprise a une mission, et au final, je trouve ça toujours dommage de juger, en fait, selon l'arrêt d'une entreprise, est-ce que c'est un succès ou un échec. Pour l'avoir vécu, et j'ai fait une vidéo là-dessus sur l'histoire de Fetch, ma propre entreprise, qui a été donc considérée, parce que j'ai dû la vendre au rabais à la fin de l'histoire, je vous invite à voir la vidéo, mais comme un échec par certains, alors que si on se place selon d'autres critères, aussi bien mon aventure personnelle, mais là je vais prendre l'exemple de The Family, est un succès. Pour moi, à partir du moment où The Family a réussi à évangéliser le modèle, à apporter autant de valeur à un marché, à un écosystème, et qui sont allés vraiment faire une vraie transformation, avoir accompagné une vraie transformation de l'entrepreneuriat en France, c'est difficile en fait de voir ça comme un échec. Après, l'entreprise, une fois qu'elle a réussi cette première mission fondamentale, elle a dû essayer de se réinventer. Et là, c'est peut-être là où il y a eu des aléas, peut-être des erreurs stratégiques. Voilà, ça serait à analyser dans un autre contexte. Mais on ne peut pas enlever la réalisation de la mission principale, la mission primaire de The Family. Et c'était aussi, donc, c'est un message plus large en fait, de l'entrepreneuriat, c'est de ne pas juger la fin de l'histoire d'un projet, la fin de l'histoire d'une entreprise, qui, comme un être humain, en fait, va finir par mourir, ou qui va finir par mourir un jour ou l'autre. Même les grandes entreprises de notre époque actuelle, les Google, les Facebook mourront un jour, quoi qu'il arrive, très certainement. Et voilà, c'est juste que The Family, c'est ce qui s'est passé sous un espace-temps de 7-8 ans, 9 ans peut-être. Mais en même temps, l'impact a été important. Ça montre que c'est pas évident aussi, quand on a réussi sa première mission, de continuer à se réinventer, de pouvoir se développer et de trouver un business model viable. En fait, ils ont été victimes, comme plein de startups, même si eux, c'était pas vraiment une startup, plus un incubateur, comme je disais, n'a pas trouvé son business model. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi à trouver des canaux de monétisation assez fiables. Même, il faudrait que je développe plus, parce qu'en réalité, ils avaient des belles structures qui gagnaient de l'argent. Mais voilà, il y a des choses qui font que ça n'a pas pu aller à terme à ce niveau-là. Et surtout, en fait, ils n'ont pas eu le temps et pas eu la capacité, je trouve, même de capter une partie importante de la valeur qu'ils ont créée. Quand on opère sur un marché, de manière générale, donc on doit créer de la valeur. Supposons qu'on crée une valeur de 100 millions, par exemple. Donc, on a ajouté un marché donné, ou on a créé un marché qui vaut 100 millions. Et après, il y a qu'est-ce qu'on capte, nous, comme valeur. Donc, globalement, quel est notre chiffre d'affaires, en fait, à partir sur ce marché sur lequel on a créé de la valeur. Et The Family, je pense, fait partie de ces boîtes qui ont créé énormément de valeur et qui en ont capté quasiment aucune, en réalité. Parce que en fait, les parts qu'ils prenaient dans les boîtes, c'était pas beaucoup par rapport à en fait, la valeur qu'ils ont apportée à l'écosystème. Donc voilà, c'est ça peut-être, je pense, la complexité qu'ils ont eue, c'était comment capter de la valeur, tout en sachant que voilà, ils avaient ce business model assez, entre guillemets, à long terme, qui nécessitait des revenus annexes pour pouvoir réinjecter du cash dans le projet principal, qui était de prendre des parts dans les entreprises et dans les startups. Et donc, message de fin, donc certes, maintenant, les cofondateurs historiques de The Family se font une guerre ouverte, une guerre publique, mais voilà, je pense qu'ils
peuvent être fiers. En vrai, je pense qu'il faut revenir un petit peu et je les invite, alors si jamais ils regardent cette vidéo, de prendre le temps vraiment, de dire: «Voilà, on a réalisé quand même quelque chose de beau, quelque chose d'important, mine de rien, sur quasiment une décennie». Et voilà, donc pas de là, c'est pas du tout une vidéo de jugement, qui a tort, qui a raison, c'est pas à moi de le juger, encore moins dans une vidéo publique comme celle-ci. Par contre, de se souvenir qu'il y a eu, voilà, beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu un énorme impact sur leur vie personnelle. Voilà, je suis le 1er à le reconnaître. On me le reproche même parfois parce que c'est presque devenu difficile maintenant de défendre ce genre d'entreprise en public. Mais clairement, moi, je suis né à Nancy, j'ai commencé à entreprendre à Nancy. Il y avait pas du tout d'éducation entrepreneuriale, encore moins start-up. J'aurais clairement pas monté ma start-up si, j'avais pas rencontré, leurs vidéos YouTube et les rencontré après physiquement. Et j'aurais pas du tout la même vie, en fait. Actuellement, une grande partie de ce que je peux faire, c'est grâce aux fondations que j'ai posées dans les années 2010, et ces fondations, je les dois en partie et en grande partie même, je dirais, à cet écosystème et à ce qu'ils auront créé. Ça me permettait aussi de faire une vidéo hommage, de remercier les cofondateurs, les 3 cofondateurs, les personnes qui travaillaient aussi, autour, et de remettre, voilà, vraiment avoir une vidéo sur YouTube, j'espère que je ne serai pas la seule en tout cas, mais en tout cas d'avoir au moins une vidéo qui revient vraiment sur, ce qu'était The Family, comme j'ai essayé de vous faire dans cette vidéo. Donc c'est bien pour les fondateurs, c'est bien pour les gens qui regardent cette vidéo, les entrepreneurs, de l'époque qui seront contents de réentendre des choses qu'ils ont vécues, et surtout pour ceux de la nouvelle génération qui savent pas vraiment ce qu'est The Family maintenant, qui voient Oussama plutôt sur le modèle plutôt infoprenariat. Alors que moi, je remets pas d'ailleurs du tout en je vais pas forcément remettre en cause, parce que moi-même je vends je suis créateur de contenu, je vends des coachings et cetera, donc c'est pas le sujet. Mais c'est de montrer que, voilà, il y a eu autre chose avant. Il y a eu une ambition, vraiment d'accompagner, on va dire, tout un écosystème, à l'échelle française, et de faire monter l'ambition en France, qui a été réussie. Et donc voilà, c'était vraiment l'objet de cette vidéo. Notamment parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne se rendent pas compte à quel point même leur manière de penser d'entreprendre actuellement est en partie, conditionnée par le travail qu'a fait The Family quelques années auparavant. Je m'en suis rendu compte l'été dernier à Paris en discutant avec notamment une entrepreneuse qui ne connaissait pas The Family, qui connaissait que, Oussama Ammar de TikTok, en fait, pour simplifier, et qui me parlait de choses, en fait, dont elle n'avait pas conscience, qu'elle ne connaîtrait pas, en fait, sans, qu'il y ait eu cette épopée, cet écosystème qu'a créé The Family. Donc voilà, si vous avez vu la vidéo jusqu'ici, déjà je vous remercie. J'espère que ça vous a été utile, ça vous a permis, voilà, de remettre un peu en perspective ce qu'était cette entreprise. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai une autre vidéo aussi qui pourra pas mal vous plaire, je pense, dans cette idée, de l'entrepreneuriat startup, où je reviens sur toute l'histoire de Fetch, ma propre startup qui était à The Family. Donc je vous laisse avec cette vidéo si vous voulez, creuser, un autre sujet, dès maintenant. Et sinon, pensez à vous abonner à la chaîne pour en recevoir d'autres de ce type, à commenter la vidéo, donc pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça m'aide à comprendre, ce qui est bien, ce que je peux améliorer dans mes vidéos. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était JCK.